Une nuit, au cœur de la forêt, un jeune homme se pencha sur une source, et ce qu'il y vit changea son destin à jamais. Bonsoir, je m'appelle Sébastien Lee, et je vous souhaite la bienvenue sur les légendes de Monsieur Lee. Ce soir, je vais vous raconter une histoire ancienne, celle de Narcisse. Peut-être croyez-vous la connaître. On dit souvent qu'il est mort d'un excès d'amour pour lui-même. Mais la légende que je vais vous transmettre murmure une vérité différente. Elle parle d'un reflet insaisissable, d'un être qui se perdit dans l'image qu'il croyait voir de lui, et d'une délivrance offerte par la nature, qui sut l'accueillir quand tout le reste l'avait abandonné. En route, Narcisse naquit sous une lumière qui semblait s'attarder plus longtemps autour de lui que sur les autres enfants. Dans le village, on murmurait qu'il avait reçu un éclat divin, un fragment de clarté tombé des astres. Les passants s'arrêtaient parfois juste pour le regarder, comme on contemple une flamme fragile qui vacille mais ne s'éteint pas. Dès son plus jeune âge, son visage devint un miroir où chacun projetait ses rêves. Pourtant, derrière ses regards émerveillés, il ne trouvait rien qui le réchauffe. Chaque louange, chaque mot d'admiration sonnait comme un écho vide. Il sentait la beauté qu'on lui prêtait se reposer sur lui comme une parure étrangère qu'il ne reconnaissait pas. Loin d'être un don, cette aura devenait un fardeau invisible, celui de n'être jamais vu pour ce qu'il était, mais seulement pour ceux que l'on croyait voir. La nature seule lui semblait sincère. Quand il marchait dans les bois, les troncs des pins l'entouraient d'une présence muette, sans jugement. Les pierres, chauffées par le soleil, lui donnaient une assise, un poids réel, qui contrastait avec la légèreté trompeuse des regards humains. Le vent dans les herbes semblait murmurer une vérité plus profonde, que l'être ne se résume pas à l'image qu'il renvoie. Ainsi grandit Narcisse, partagé entre la clameur des hommes et le silence des arbres. Il était admiré, mais il se sentait seul. Élevé au rang d'icône malgré lui, il pressentait qu'il manquait quelque chose, une vérité intérieure que ni les autres ni leurs regards ne pouvaient lui offrir, une vérité qu'il devrait chercher ailleurs, peut-être dans ce dialogue secret qu'offre la nature à ceux qui savent l'écouter. Un matin, alors que la forêt s'emplissait du pas des chasseurs, Narcisse s'écarta du groupe. Les cris des chiens et le bruit des branches brisées le gênaient comme une agitation trop lourde pour son esprit. Ses pas, presque malgré lui, suivirent un sentier étroit où la mousse recouvrait les pierres et où les fougères formaient un couloir d'ombre douce. Il marchait sans but précis, cherchant sans le savoir un espace où le monde ne le regardait plus. C'est alors qu'il la vit, une source claire à l'écart des chemins battus,
lové dans une anfractuosité de la terre. L'eau y reposait sans remous, lisse comme une plaque de verre posée au cœur de la forêt. Aucun souffle de vent, aucune feuille ne troublait sa surface. Tout autour, les arbres semblaient former un cercle protecteur, comme si cette source était un sanctuaire secret, gardé depuis toujours. Narcisse s'approcha, le cœur battant d'un pressentiment étrange. En se penchant, il aperçut une lumière nouvelle, une clarté qui vibrait dans l'eau et qui, peu à peu, prit forme. Des traits se dessinaient, un visage apparaissait, et ce visage, à sa stupeur, lui souriait. Mais il ne comprit pas qu'il s'agissait du sien. Il pensa rencontrer un être mystérieux, une présence invisible à l'œil nu, révélée seulement dans cette eau immobile. Ce fut une révélation. Là où les hommes l'avaient toujours renvoyé à une beauté qu'il ne reconnaissait pas, la source lui montrait une figure où il crut voir enfin une vérité. L'eau, miroir vivant, semblait lui tendre une promesse, celle de découvrir qui il était vraiment, et Narcisse sentit qu'il avait trouvé un seuil, un passage, un lieu où le monde cessait de le juger et où un mystère plus profond venait à lui. Le visage dans l'eau ne cessait de l'appeler. Chaque fois que Narcisse se penchait, il croyait voir non pas une simple apparence, mais une vérité cachée, un noyau secret que les autres semblaient percevoir et qu'il n'avait jamais su saisir. Cette figure lumineuse, immobile et pourtant vibrante, lui paraissait plus réelle que tout ce qu'il avait connu jusque-là. Dans la surface de la source, il avait l'impression que le monde lui livrait enfin l'essence de ce qu'il était. Il se souvint des paroles qu'on lui avait adressées, des louanges et des regards posés sur lui. Toutes ces voix qu'il avait jugées étrangères trouvaient soudain une résonance. Oui, ce reflet était peut-être bien ce que les autres voyaient. L'image claire de l'eau donnait corps à leur admiration, et il se sentit comme révélé. Pourtant, au lieu de dissiper son trouble, cette découverte l'enfonça davantage dans l'incertitude. Si ce visage était le sien, pourquoi ne le reconnaissait-il pas? Alors il se mit à contempler avec une intensité nouvelle les arbres, le ciel, les herbes semblaient s'effacer, ne laissant plus que ce dialogue muet entre l'eau et lui. Le reflet devenait un seuil, une énigme, un mystère qu'il fallait percer. Il y voyait la promesse d'un accord enfin possible entre ce qu'il était en lui-même et ce que les autres semblaient percevoir. Narcisse ne savait pas encore qu'il s'enfermait dans un piège subtil, celui de confondre l'être avec l'image, la présence avec l'apparence. Dès l'aube,
Il sentait l'appel de la source, comme une voix silencieuse qui guidait ses pas. Chaque jour, il quittait la maison, fuyant les regards humains qui le ramenaient à une admiration vide. Ses pieds connaissaient bientôt le chemin par cœur, les ronces à éviter, la pierre moussue qui annonçait l'orée du sanctuaire, l'air plus frais qui entourait le cercle des arbres. Et là, au bord de l'eau immobile, Narcisse retrouvait la seule présence qui semblait lui révéler quelque chose de lui-même. Il s'agenouillait au bord de la rive, scrutant la surface avec l'attention d'un amant et la ferveur d'un pèlerin. Chaque retour lui donnait l'impression de se rapprocher, comme si, à force de contempler, il pourrait enfin franchir la mince frontière de l'eau. Le reflet l'attendait toujours, fidèle, inchangé, mais plus il le regardait, plus le mystère grandissait. Était-ce lui? Était-ce un autre qui vivait là, prisonnier d'un monde inversé? Était-ce ce que les autres voyaient en lui, ou bien une vérité que seule la nature savait dévoiler? Les jours passaient, rythmés par ce va-et-vient entre le monde des hommes et le silence de la source. Narcisse s'éloignait peu à peu de la vie ordinaire, préférant la compagnie de ce miroir liquide à celle des vivants. Pour lui, l'eau n'était plus un simple élément, mais un être qui l'accueillait, un seuil qui lui promettait l'unité tant recherchée. Et tandis que ses proches s'interrogeaient sur son absence, lui se croyait de plus en plus proche d'une révélation. Mais ce qu'il poursuivait n'était qu'un écho, l'apparence fragile d'une énigme que l'on ne peut jamais saisir. Un jour, Narcisse ne put résister plus longtemps. Le reflet, si proche, si vibrant, semblait l'appeler à franchir la frontière ténue qui les séparait. Il tendit la main, hésitant, comme pour caresser la joue de cet être lumineux. Mais à peine ses doigts effleurèrent la surface, que l'image se brisa en 1000 cercles, fuyant les rives comme un souffle apeuré. Ce qui paraissait solide se dissipa dans une danse tremblante et le visage s'évanouit. Narcisse se recula, troublé, mais revint aussitôt, avide de retrouver cette présence. De nouveau il se pencha, de nouveau il tendit la main, et toujours le même éclatement se produisit. L'eau, vivante, refusait de livrer son secret. Elle riait peut-être, ou bien elle pleurait. Ces ondes étaient autant de réponses impossibles à interpréter. Alors, il resta là, les doigts suspendus, comme un enfant à qui l'on retire un jouet trop précieux. Le cycle se répéta jour après jour, et chaque tentative l'amenait que frustration, chaque échec le liait un peu plus à la source. Plus il cherchait à saisir le reflet, plus celui-ci se dérobait, lui rappelant que la vérité qu'il poursuivait ne pouvait être capturée. La nature elle-même semblait vouloir lui enseigner une leçon.
que l'essence de l'être n'est pas dans ce que l'on attrape, mais dans ce qui demeure insaisissable. Pourtant, Narcisse, obstiné, continuait à tendre les mains, espérant qu'un jour l'eau consentirait à se laisser traverser. À force de se pencher sur l'eau, Narcisse ne savait plus ce qu'il voyait. Était-ce son visage, celui que les autres admiraient et qu'il n'avait jamais reconnu? Était-ce un frère secret, un jumeau dissimulé dans un monde inversé, prisonnier des profondeurs claires? Ou bien n'était-ce rien d'autre que le regard des hommes, concentré et figé dans la surface de la source, comme une mémoire collective qui se reflétait là? Chaque jour, ses pensées s'embrouillaient davantage. Il lui arrivait de se parler à voix basse, persuadé que l'autre l'écoutait et lui répondait en silence. Parfois il croyait voir les lèvres bouger dans l'eau, tracer des mots que son oreille ne pouvait entendre. Alors il retenait son souffle, fixant la surface comme on scrute un oracle, cherchant dans la moindre vibration un signe, une vérité. Mais l'eau restait muette, fidèle à son énigme. Le monde autour de lui s'effaçait. Les chants des oiseaux devenaient lointains. Les saisons passaient comme des songes indistincts. Seul comptait ce dialogue avec un être qu'il ne pouvait nommer. Plus il contemplait, plus il se perdait, comme si chaque regard plongeait un peu plus profondément dans un labyrinthe sans issue. Dans l'immobile miroir, Narcisse cherchait désespérément une identité, une confirmation, un accord entre ce qu'il croyait être et ce qu'il semblait refléter. Mais plus il insistait, plus le mystère se dérobait. Peu à peu, Narcisse s'éloigna du rythme des hommes. Les repas qu'on lui préparait restaient intacts. Les fruits séchaient dans les corbeilles sans qu'il y touche. La nuit venue, il ne cherchait plus le repos. Il demeurait éveillé, hanté par le désir de retrouver l'eau au matin. Ses paupières lourdes se refusaient au sommeil, comme si fermer les yeux eût été trahir le visage qui l'attendait dans la source. Son corps commença à s'affiner, les joues à se creuser, mais il n'y prêta pas attention. Tout ce qui comptait se trouvait dans le cercle liquide, dans la promesse muette d'un accord à venir. La faim, la soif, la fatigue perdaient leur emprise. Seul le reflet occupait son esprit, comme une flamme ardente qui consumait peu à peu toutes ses forces. La forêt observait ce dépérissement silencieux. Les oiseaux, d'ordinaire prompts à se poser près de lui, se tenaient à distance, comme s'ils pressentaient une frontière invisible. Les pins, immobiles, semblaient resserrer leur cercle autour de la source, témoins muets d'une offrande qui s'accomplissait. Même la terre, aux pieds de Narcisse,
se faisait plus souple, comme si elle se préparait à l'accueillir. Narcisse ne se rendait pas compte. Les heures s'écoulaient sans qu'il distingue le jour de la nuit. Hypnotisé, il s'abandonnait à la danse fragile des reflets, prisonnier d'une lumière qu'il ne pouvait saisir. Il devenait lui-même un songe, une ombre, un souffle suspendu entre deux mondes. Les jours s'enchaînèrent et devinrent indiscernables, comme si le temps lui-même avait cessé de s'écouler. Narcisse ne sentait plus la force dans ses membres. Ses pas se faisaient lents et hésitants, et lorsqu'il s'agenouillait au bord de la source, c'était avec la lassitude d'un vieillard. Sa peau, jadis éclatante, prenait la pâleur des nuits blanches et des veilles sans fin. Ses lèvres, souvent entr'ouvertes, cherchaient un souffle qui lui manquait déjà. Chaque fibre de son être se consumait dans la contemplation. Il ne vivait plus que dans ce va-et-vient intérieur. Approcher le reflet, se perdre en lui, puis attendre qu'il se reforme après chaque brisure. Ses yeux, rougis par la fatigue, restaient pourtant fixés inlassablement, comme si regarder encore pouvait suffire à combler le vide qui s'élargissait en lui. La nature paraissait à la fois compatissante et implacable. L'air autour de lui semblait plus lourd, comme pour ralentir sa respiration. Les feuilles qui jadis bruissaient à son passage gardaient maintenant un silence attentif, presque recueilli. Même l'eau paraissait savoir. Elle reflétait son visage de plus en plus fragile, comme si elle préparait Narcisse à une autre forme d'existence. Bientôt, il ne sentit plus ni la faim ni la soif. Son corps n'était plus qu'un prolongement de son attente, une enveloppe au service d'un désir qui le dépassait. Narcisse n'appartenait déjà plus au monde des hommes. Il n'était plus qu'un souffle errant, suspendu au bord de la source, consumé par une quête que rien ne pouvait combler. Une nuit sans lune, quand la forêt baignait dans une obscurité profonde, Narcisse retourna encore vers la source. Ses pas semblaient guidés par une force plus grande que lui, comme si son corps n'était déjà plus qu'un instrument d'une destinée invisible. Le silence était total. Même les animaux nocturnes, d'ordinaire éveillés, semblaient retenir leur souffle. Seule la source brillait d'une clarté pâle, offrant à Narcisse le visage qui l'appelait depuis toujours. Il s'agenouilla au bord de l'eau, plus faible que jamais, ses mains tremblantes posées sur la terre humide. Ses yeux épuisés mais obstinés retrouvèrent le reflet. Il crut y percevoir un sourire, ou peut-être une ombre qui l'invitait à s'abandonner.
Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour répondre à un appel silencieux, puis sans résistance, son corps se pencha un peu plus et s'effondra sur la rive, le regard encore plongé dans l'image mouvante. La chute fut douce, presque naturelle. Il ne sentit ni douleur, ni fracas, seulement une légèreté nouvelle, comme si toute lutte avait cessé. Son souffle se fit court, régulier, et rythmé par l'eau qui continuait son éternel murmure. Les arbres entouraient la scène de leur immobilité grave, témoins immémoriaux d'un passage. La source, fidèle, reflétait encore ses traits, mais désormais ce n'était plus une image en quête d'elle-même, c'était le dernier écho d'un être qui se dissolvait dans le monde. Lorsque Narcisse toucha enfin le sol, ce ne fut pas une chute brutale, mais un abandon, comme celui d'un enfant dans les bras d'une mère. La terre, assouplie par l'humidité de la nuit, s'ouvrit légèrement sous son poids, formant une couche tendre qui enveloppa son corps fragile. Chaque parcelle de sol semblait absorber sa fatigue, recueillir son épuisement, comme pour alléger ses derniers instants. Il y eut dans l'air une vibration imperceptible, comme si la nature entière avait compris qu'un passage s'accomplissait. Les racines, invisibles sous ses mains, semblaient s'étendre vers lui, l'accueillant dans le réseau patient. La mousse, douce contre sa joue, lui offrit un dernier réconfort. Même l'eau de la source paraissait se pencher sur lui. Ses cercles légers caressant la rive pour l'accompagner. Narcisse, à demi conscient, sentit cette étreinte invisible. Il n'était plus seul face à l'image insaisissable. Pour la première fois, il était accueilli, reconnu, intégré dans une présence plus vaste que lui. La terre ne lui demandait pas d'être beau, ni de répondre aux attentes des autres. Elle l'acceptait tel qu'il l'était, corps épuisé, souffle fragile, âme en quête de repos. Dans ce contact profond, il trouva une paix qu'aucun regard humain ne lui avait offerte. La terre devenait matrice, refuge, passage. Elle l'appelait à se fondre en elle, non comme un être perdu, mais comme une vie rendue au cycle du monde. Et dans ce geste silencieux, Narcisse commença sa métamorphose. Autour de la source, un frémissement discret parcourut la forêt. Les arbres, figés depuis des jours dans leur silence, semblèrent se pencher imperceptiblement, comme pour entourer Narcisse de leur présence. Le vent, qui d'ordinaire traversait les branches avec force, s'adoucit jusqu'à n'être qu'un souffle tiède, une caresse légère sur sa peau. Même la lune, encore absente derrière les nuages, laissa filtrer une clarté
timide, comme si elle voulait assister à ce moment d'offrande. La nature, qui l'avait observée dans sa longue errance, s'avançait enfin, non pas avec des gestes brusques, mais avec cette lenteur profonde qui appartient au vivant. Les herbes se plièrent doucement sous son poids, épousant les contours de son corps. L'eau de la source fit naître de nouveaux cercles, mais cette fois, ce n'était plus pour se défendre, c'était une invitation, un accueil, une ouverture vers un autre état d'être. Narcisse, à demi conscient, perçut cette solitude muette. Dans la rumeur apaisée de la forêt, il entendit comme une parole invisible. Tu n'as plus à chercher ton reflet. Tu fais déjà partie de nous. Ce murmure, ni voix ni silence, traversa son être avec la tendresse d'un baume. Pour la première fois, il se sentit reconnu, non pas comme une image, mais comme une présence vivante que le monde entier recevait en son sein. Ainsi, la nature, longtemps témoin de son obsession, devenait son refuge ultime. Elle l'enveloppait non pour l'effacer, mais pour le transformer, pour lui offrir une autre manière d'exister, plus humble, plus enracinée, plus vraie. Lorsque le dernier souffle de Narcisse s'échappa de ses lèvres, il ne se perdit pas dans le silence de la nuit. Il glissa doucement dans l'air, se posa sur l'eau, puis se répandit sur la terre humide qu'il avait recueillie. Ce souffle, au lieu de disparaître, se transforma. Il devint semence invisible, élan de vie qui chercha une autre forme pour continuer d'exister. Dans la fraîcheur de la rive, un frémissement discret traversa le sol. Entre deux pierres moussues, une tige tendre s'éleva, fragile et pourtant déterminée. Elle perça la terre avec une douceur obstinée, comme guidée par une mémoire ancienne. Bientôt une fleur blanche apparut, fine et inclinée, semblant répéter le geste de Narcisse lorsqu'il se penchait vers la source. La forêt entière accueillit cette naissance comme une réponse. Les oiseaux nocturnes lancèrent des chants clairs, les branches frémirent d'un bruissement léger, et l'eau refléta la corolle nouvelle avec une tendresse inédite. Là où Narcisse avait cherché sans fin une image, il devenait lui-même présence, offrande, être du monde. Ce n'était plus un corps épuisé, mais une fleur enracinée, un souffle rendu à la terre et au cycle du vivant. Sa beauté, autrefois fardeau, se transformait en grâce simple, partagée avec l'air, la lumière et l'eau.
Désormais, il n'avait plus à chercher, il était devenu un signe, un éclat de nature qui rappelait que l'essence de l'être ne se trouve pas dans le reflet, mais dans l'appartenance au monde. Au matin, la source révéla son secret. Là où Narcisse s'était effondré, une fleur fragile dressait sa tige vers la lumière. Ses pétales, d'un blanc doux, semblaient avoir recueilli l'éclat de son visage. Elle s'inclinait délicatement vers l'eau, répétant le geste ancien de Narcisse penché sur son reflet. Mais cette fois, sans impatience ni désir, car il n'y avait plus d'obsession, seulement une présence humble et silencieuse. La fleur reflétait encore dans l'onde ses traits délicats, mais elle ne cherchait pas à les saisir, elle se contentait d'exister, ouverte au vent, au soleil, à la pluie. Là où l'homme avait voulu percer un mystère inaccessible, la plante se laissait traverser par le monde, vivante dans chaque souffle d'air, dans chaque goutte de rosée qui reposait sur ses pétales. Les arbres entourèrent ce nouvel être comme un membre retrouvé de leur famille. Les oiseaux se posaient près d'elle, déposant leur chant comme une offrande. Même l'eau semblait plus claire, caressant la tige dans un mouvement léger. La fleur appartenait à tout cela sans effort, sans lutte, enracinée dans la terre et ouverte au soleil. Narcisse, devenu Narcisse, n'était plus prisonnier du regard qu'il pensait susciter. Il n'avait plus besoin de se chercher dans une image. Il s'était transformé en une vérité simple, celui d'un être vivant parmi d'autres, un fragment du grand cycle qui ne demande ni explication ni justification. Le temps passa et la fleur s'affirma dans sa simplicité. Elle n'avait plus à se demander ce qu'elle donnait au monde, ni à se tourmenter de l'image qu'on pouvait lui renvoyer. Enracinée dans la terre, nourrie par l'eau et le soleil, elle vivait sans miroir, sans attente, dans la pure évidence de son être. Là où l'homme avait douté de lui-même, la plante ne doutait pas. Elle poussait, elle s'ouvrait, elle respirait avec le monde. Chaque matin, la lumière glissait sur ses pétales comme une caresse. Chaque soir, la rosée déposait sur elle des perles fragiles qu'elle recevait sans crainte. Elle ne cherchait plus à séduire ni à comprendre. Elle n'avait plus besoin ni d'approbation ni de reconnaissance. Son existence suffisait. Elle appartenait au souffle du vent, aux insectes qui la frôlaient, au sol qui l'abritait. Ainsi, Narcisse trouva enfin ce qu'il avait cherché sans le savoir, une forme d'être qui ne dépendait d'aucun regard. La fleur n'était pas belle pour plaire ni fragile pour émouvoir. Elle était simplement. Et dans cette simplicité d'être résidait une sagesse plus profonde
que toutes les contemplations, celle d'exister en accord avec le monde, sans se mesurer à l'image qu'on en reçoit. La transformation de Narcisse ne fut pas une fin, mais un commencement. Elle se faisait fleur, et en se faisant fleur, il échappa enfin au piège du reflet, à cette quête vaine d'une image insaisissable. La nature l'avait recueilli dans son épuisement, et en retour, elle lui offrait une appartenance plus vaste, une intégration silencieuse au cycle du vivant. Ce qu'il n'avait pu trouver dans les regards des hommes, il le découvrait désormais dans la respiration de la terre et dans le rythme patient des saisons. Chaque printemps, ses pétales renaissaient, portés par la sève invisible qui circulait sous la surface du sol. Chaque hiver, son absence n'était pas une mort, mais un repos, une promesse de retour. Ainsi, il participait à l'éternité discrète des choses simples, qui se déploient et se retirent, sans orgueil ni vanité. Le cycle des pluies, des vents et des soleils l'avait pris dans son cercle, et plus jamais il n'aurait à se chercher ailleurs que dans ce flux continu. La forêt entière l'accueillait comme un cygne. Les abeilles trouvaient en lui leur nourriture. Les herbes s'inclinaient doucement sous son parfum. L'eau elle-même semblait plus douce lorsqu'elle reflétait sa corolle, non plus comme un piège, mais comme un geste d'amitié. Narcisse n'était plus une énigme solitaire, il était devenu une part du monde, une présence offerte, un souffle parmi les souffles. De Narcisse, il ne resta plus l'histoire d'un jeune homme perdu dans son reflet, mais une leçon murmurée par la terre elle-même. Ceux qui passaient près de la source voyaient la fleur penchée vers l'eau et croyaient parfois qu'elle continuait de se contempler, mais la vérité était autre. Elle n'avait plus besoin d'images, elle se tenait là, enracinée, humble, témoin de ce qui arrive à l'homme quand il se laisse consumer par le miroir des apparences. La légende dit que Narcisse fut sauvé non par les dieux, mais par la patience du monde naturel. Là où l'obsession pour le regard des autres l'avait presque détruit, la nature l'avait accueilli et transformé. Son destin devenait ainsi une offrande, à rappeler aux hommes que la vie ne réside pas dans l'image que l'on renvoie, mais dans le lien silencieux qui nous unit à la terre, à l'air, à l'eau, à tout ce qui respire. Chaque printemps, quand les narcisses s'ouvrent au bord des rivières, la mémoire de cette métamorphose renaît. Elle enseigne que la quête d'un reflet est stérile, mais que l'abandon
au rythme des saisons, nous rend à la vérité. Ainsi, Narcisse ne fut pas un vain amoureux de lui-même, mais un messager involontaire. Il nous dit que ce qui nous sauve, ce n'est pas l'obsession du regard, mais la tendresse d'une appartenance partagée avec le monde vivant. Chaque printemps, lorsque la terre se réveille et que les ruisseaux reprennent leur chant, la fleur de narcisse s'élève à nouveau au bord de la source. Elle jaillit du sol comme un souffle ancien revenu à la lumière, fragile et pourtant certain de son droit d'exister. Ses pétales blancs s'ouvrent lentement, porteurs d'une mémoire que les saisons ne peuvent effacer. Elle se penche vers l'eau, fidèle au geste premier, mais cette inclinaison n'est plus celle de l'obsession. C'est un signe de gratitude adressé au miroir liquide qui l'a jadis égaré, puis sauvé. Elle ne se perd pas dans son reflet, elle s'y reflète simplement, consciente que son être ne dépend pas de cette image fugitive. Le reflet n'est plus un piège, mais un écho tranquille de son existence. Les passants qui croisent cette fleur au détour d'un chemin s'arrêtent, touchés par sa grâce discrète. Certains y voient encore le visage d'un jeune homme qui aurait voulu trop se contempler. D'autres, plus attentifs, sentent dans son parfum léger et délicat l'histoire d'une délivrance, l'histoire d'un être qui a cessé de se perdre dans l'appartenance dans l'appartenance à l'apparence, pour s'offrir au cycle du vivant. Et ainsi, à chaque renaissance, Narcisse rappelle que l'on peut s'incliner vers l'image de soi sans pour autant s'y dissoudre. Désormais, Narcisse n'était plus un être en quête de lui-même, mais une certitude tranquille, enracinée dans le sol. La fleur qui portait son nom ne demandait rien, ne cherchait rien. Elle poussait, s'ouvrait, se laissait traverser par le souffle du vent et la lumière du jour. Son existence ne dépendait plus d'un reflet fragile, mais de la sève profonde qui l'unissait à la terre et au vivant. Chaque élément autour d'elle devenait compagnon. La pluie, en glissant sur ses pétales, la nourrissait sans l'éroder. Le soleil, en l'effleurant de son feu tendre, éveillait sa couleur.
Même l'ombre des arbres voisins lui apportait une fraîcheur protectrice. Elle vivait ainsi au rythme du monde, sans se mesurer, sans se comparer, acceptant d'être ce qu'elle était, une fleur parmi d'autres, simple et vraie. Dans cette humilité résidait une sagesse que Narcisse n'avait pas connue de son vivant. Là où il s'était perdu à chercher une image dans les yeux des autres, il découvrait enfin qu'être n'avait besoin d'aucun témoin. L'être se suffisait à lui-même. Dès lors qu'il était relié à la terre, au souffle et à la lumière. En devenant fleur, il n'était plus une énigme à résoudre, mais une évidence offerte, celle de la vie dans sa forme la plus pure et la plus simple. La nature, qui avait observé la longue errance de Narcisse, acheva son œuvre en l'intégrant pleinement à son souffle. Désormais, il n'était plus une figure isolée, obsédée par l'image qu'elle projetait. Il faisait partie d'un tout, respirant avec la terre, dialoguant avec l'air, se laissant porter par le rythme ancien des saisons. La fleur qui portait son nom ne reflétait plus un drame, mais une délivrance, une ouverture vers le monde, un apaisement. Chaque mouvement du monde devenait une respiration partagée, une vibration commune. Le vent qui pliait doucement sa tige n'était pas une menace, non, mais un geste de danse. Quant à la pluie, qui l'alourdissait un instant, était aussitôt transmuée en nourriture, une eau nourricière, une eau qui devenait sève. Même la nuit, lorsqu'elle repliait ses pétales, la nuit n'était plus une perte, mais une pause, un silence qui préparait un nouvel élan, celui du matin suivant. La nature l'avait enseigné. Rien n'est prison, tout est passage. Ainsi, Narcisse n'était plus l'homme enfermé dans le piège du regard, des yeux posés sur lui, ou de la supposition de ce que les gens pensaient de lui. Il avait trouvé une forme d'existence dégagée du besoin d'être reconnu. La nature, en l'accueillant, en le recueillant, avait effacé la frontière entre son être et le monde.
Il respirait avec elle, et dans cette respiration commune, il atteignait enfin ce qu'il avait cherché sans le savoir, une unité simple, libre, essentielle. Ainsi s'acheva l'histoire de Narcisse, mais sa mémoire ne disparut pas. Elle se fit légende, récit transmis de bouche à oreille, d'esprit à esprit, de cœur à cœur. Non comme un avertissement sévère, mais comme une sagesse douce. On disait que le jeune homme n'était pas mort d'un excès d'amour de lui-même, mais d'un trop grand égarement devant l'image qu'il croyait devoir incarner, et que la nature, compatissante, l'avait délivré de ce piège en l'accueillant dans son cercle éternel. À ceux qui s'attardent près des sources, la fleur continue de parler sans parole. Elle rappelle que nous sommes souvent prisonniers du reflet que nous pensons donner aux autres, obsédés par ce que nous croyons paraître, oubliant la vérité plus profonde de notre être. Mais elle enseigne aussi que ce piège n'est pas une fatalité, qu'il existe un chemin vers la délivrance dans le lien humble et direct à la nature. Quand l'image nous égare, la terre nous rappelle à nous-mêmes. Quand le miroir nous divise, le vent, la pluie, la lumière nous réconcilient. Narcisse n'est pas seulement celui qui s'est perdu, il est aussi celui qui nous montre que la présence au monde, enracinée et simple, est le vrai reflet où nous pouvons enfin nous reconnaître. Ainsi se termine la légende de Narcisse, une histoire qui, loin de nous parler de vanité, nous rappelle combien il est facile de se perdre dans l'image que nous croyons donner aux autres, et combien il est essentiel de retrouver ce lien profond avec la nature, qui nous accepte sans jugement et nous ramène à l'essentiel. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous des images, des souvenirs ou simplement un apaisement, je vous invite à prolonger ce voyage avec moi. Abonnez-vous à la chaîne Les légendes de Monsieur Lee pour découvrir d'autres récits du monde entier, des contes et des mythes qui, chacun à leur manière, nous ouvrent à une autre manière de regarder la vie. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié ce moment et surtout à partager cette vidéo avec vos proches. Peut-être que, comme vous, ils trouveront dans cette légende un écho à leur propre chemin. Et puis, dites-moi en commentaire ce que cette histoire a éveillé pour vous.
Est-ce le thème du reflet, le rapport au regard des autres, ou bien cette idée d'un retour à la simplicité dans le souffle de la nature? Vos mots nourrissent ce voyage autant que les contes eux-mêmes. Merci d'avoir écouté cette légende avec moi. Je vous souhaite une douce soirée emplie de silence, de songes et, qui sait, peut-être d'une source claire où se reflète le mystère de votre propre être. Avant de vous quitter, j'aimerais m'ouvrir à vous d'une idée qui m'a traversé. Voilà, nous sommes déjà à mi-septembre, la rentrée a repris et nous nous dirigeons, avec quand même quelques mois d'avance, vers la fin de l'année et vers Noël. À cette occasion, j'avais très envie d'avoir une pensée vers nos plus jeunes, vers les enfants, ceux qui, en réalité, m'ont inspiré cette idée de lecture de contes. En effet, je ne sais pas si je vous l'ai déjà confié, mais je me suis souvenu de ma mère, que je salue très chaleureusement, qui prenait le temps, chaque soir, de nous lire, à mon frère et moi, une histoire. Et je me suis dit que, en tant qu'adulte, je trouverais formidable que quelqu'un prenne le temps de me lire aussi une histoire avant d'aller me coucher. Et c'est comme ça que j'ai réactivé cette compte, pardon, que j'ai réactivé cette chaîne et que cette chaîne de contes pour adultes est née. Mon idée pour Noël, c'est d'offrir un conte aux enfants, un conte par jour pendant tout le mois de décembre, un peu comme un conte de l'Avent. Ce seraient des contes toujours dits avec ma voix, la seule que je connaisse, des illustrations douces et délicates, et un format plus court de 15 minutes, plus approprié aux enfants. Évidemment, ces contes seront audibles par vous tous qui connaissez déjà cette chaîne. Donc, au mois de décembre, un conte par jour de 15 minutes pour les enfants, et toujours un conte tous les dimanches à 19 heures pour vous, chères auditrices et auditeurs, chers abonnés. Voilà, j'ai ouvert dans la catégorie des posts un, un sondage dans lequel vous pouvez voter. Je vous invite donc à vous y rendre et je vous remercie d'avance pour votre participation. Voilà, il me reste à vous souhaiter une belle journée ou une belle nuit. Merci encore d'avoir été là jusqu'au bout de cette histoire. Je vous dis à la semaine prochaine, dimanche à 19 heures, pour un nouveau conte. Et je vous dis à bientôt.